Merci. Bon, je voudrais, juste avant de commencer mon propos, faire deux choses. D'abord, remercier les dignitaires du Grand Orient de Lusitanie et les responsables de l'Institut portugais d'études maçonniques de m'avoir invité, parce que c'est très agréable et évidemment c'est un honneur pour moi. Et puis m'excuser aussi de ne pas parler votre langue. Donc j'aurais pu le faire en anglais, mais ça n'aurait pas forcément été meilleur, à plus forte raison, parlé par un Français. Donc je vais m'exprimer en français. Je pense cependant que vous avez eu la possibilité de lire mon texte qui rapporte l'essentiel de mon propos. Et donc je vais vous présenter ces choses-là de façon un petit peu synthétique. Alors en fait, mon propos qui porte sur des questions... alors j'expliquerai volontairement cette notion de manière assez précise de race, mais vous avez remarqué que j'ai mis des guillemets. Je ne l'ai pas employé au sens biologique, il y a des guillemets, évidemment, il y a une raison. Alors, d'abord, ça tient, et c'est pour ça que je commence par cela, ça tient au fait que depuis 2 ans, j'essaie de rentrer dans l'écriture d'une histoire longue, de temps long, des loges dans les colonies françaises. Depuis 1738, en gros, jusqu'à la guerre de 40. Alors, il y a plein de travaux. Il y a des monographies, des flashs sur des espaces coloniaux, mais il n'y a pas d'histoire de temps long des loges de la franc-maçonnerie française dans les colonies, et c'est très dommage. Et dans ce cadre-là, alors ça c'est le premier bouquin, j'en ai quelques exemplaires que j'ai amenés, La franc-maçonnerie dans les colonies. Et de ce cadre-là, comme je suis historien de la Révolution, la publication d'un autre ouvrage que j'ai publié très récemment, il y a 6 mois, qui s'appelle « Race et Révolution française », m'a amené à tenir le propos que je vais tenir aujourd'hui. Alors, d'abord, je reviens là-dessus, la notion de race, je l'emploie évidemment pas au sens biologique du terme, puisque les races n'existent pas, mais au sens où on l'emploie dans les sciences humaines, c'est-à-dire une catégorie imaginaire qui finalement part de l'étude des caractères moraux qui, dans les sociétés, ont distingué les hommes et leur ont empêché finalement d'accéder à l'universalisme. Alors je parle bien de caractères moraux et dans un premier temps, les critères de différenciation entre les personnes sur le plan sociétal n'étaient pas spécialement raciaux. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne la France et l'Europe, la notion de macula, dans un premier temps, ça a surtout concerné le religieux, avec les croisades. Et puis par la suite, ça s'est un petit peu déplacé vers le social, avec la notion de noblesse, sang bleu, en quelque sorte. Et en tout cas, pour ce qui est en tout cas des colonies de la France, la question de la couleur ne s'est posée qu'après. Elle s'est posée qu'après, parce qu'il n'y avait pas grand problème de couleur jusqu'à l'adoption du Code noir sous Colbert. Je donne cette précision parce que ça me paraît relativement important. Et alors, ce qui va être intéressant dans mon histoire là, que je suis en train de construire, ce dont je me rends compte, c'est que le problème de la race, mais dans le sens où je viens de l'indiquer, est un petit peu l'élément bloquant pour la franc-maçonnerie aux colonies, et par une espèce de facétie de l'histoire, de manière inversée par rapport à ce que j'ai dit. Mais ça, c'est lié à la chronologie de la franc-maçonnerie, elle est née au XVIIIe siècle. Et le premier problème, ça a été un problème de couleur. La question de l'initiation des hommes de couleur a vraiment posé problème, elle n'a même pas existé. Et puis, dans un second temps, dans la période de la colonisation au XIXe, ça a été plutôt une problématique de type religieuse. La question de la couleur est un peu passée au second rang, mais la question notamment de l'initiation en terre d'islam, etc., s'est posée de façon prégnante. Alors, une première chose à dire, première chose à dire quand même, je ne peux pas éluder totalement ça avant de rentrer dans le sujet, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est l'absence, historiographiquement, de l'équivalent de l'ouvrage de Jessica Harland Jacobs sur la franc-maçonnerie britannique. C'est un peu surprenant, pour ça que je mets cette carte. Vous avez la carte, vous avez vu le titre, plus de 200 loges dans les colonies françaises de 1738 à 1930.
a priori, il n'y a pas de raison de ne pas étudier ce phénomène-là de temps long. Je dirais que là, vous avez vraiment une matière tout à fait remarquable, pas les problématiques qui peuvent se poser pour l'empire colonial portugais ou pour l'Espagne, ou chronologiquement, évidemment, il n'y a pas cette dimension. Il y a une deuxième chose qui est importante aussi à le rappeler, c'est que ça a été un phénomène, ça se voit d'ailleurs, ce que j'appelle un phénomène performatif. Les premières loges, c'est 1738, c'est tôt, hein. La franc-maçonnerie est arrivée en France en 1725. C'est-à-dire que 12 ans après l'arrivée de la franc-maçonnerie en France en 1725 à Paris, il y avait déjà une loge à Saint-Domingue, une loge en Martinique. C'est quand même très très tôt. Donc c'est un phénomène aussi qu'on aurait dû étudier, il arrive tôt. Pour l'Algérie, puisque la naissance de l'empire colonial renouvelé pour la France au XIXe siècle, c'est l'expédition d'Alger en 1830, première loge maçonnique en 1831. C'est-à-dire, c'est très performatif, hein, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que dès qu'il y a la colonisation, il y a des loges. C'est automatique. Et puis, j'insisterai pas là-dessus, mais c'est aussi une sociabilité aux colonies qui a une grande capacité de résilience, pour employer une terminologie un petit peu à la mode. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où l'empire colonial français s'est effondré, entre la révolution de Saint-Domingue, 1791 et puis 1830. Hein, Napoléon n'a pas eu que des réussites dans l'espace des Caraïbes. Mais la franc-maçonnerie, elle ne s'est pas effondrée, elle. Il y a toujours eu, alors ça a été les francs-maçons de Saint-Domingue, ils sont partis vers Cuba, ils sont partis vers les États-Unis, mais il y a une capacité de résilience qui est phénoménale. Alors la question qui se pose quand même, et on ne peut pas éluder la question, c'est pourquoi on ne l'a pas étudié de temps long, et pourquoi en gros on n'a pas perçu suffisamment ce problème de race, entre guillemets. Alors il y a deux raisons historiographiques françaises. La première, elle tient à l'historiographie maçonnique. C'est ce que j'appelle le poids du baruélisme. Vous connaissez la thèse de l'abbé Barruel, les francs-maçons ont fait la Révolution française. Bon, c'est une fable, hein. Il n'y a plus grand monde qui y croit. Hein. C'est un peu comme au Père Noël, c'est peut passer de mode, ça. Mais ça a eu un succès phénoménal. Et ça a duré 150 ans. Alors ça a duré 150 ans pour deux raisons. C'est pour ça que j'ai ajouté « et du post-baruélisme ». J'ai mis un personnage et un livre, ce qui explique, et c'est classique ça, le succès d'une chose qui peut paraître aberrante. Ce qui explique ça, c'est quand la personne stigmatisée acquiesce et cautionne. Et c'est ce qui s'est passé. Là, c'est Louis Blanc, hein, que vous avez. Louis Blanc, grand révolutionnaire, incarnation de la Révolution de 1848, écrit « Oui, Barruel, il a raison. On a bien fait la Révolution. » Mais quand on est franc-maçon en 1848, c'est plutôt sympathique d'entendre dire que ses ancêtres ont fait la Révolution. Et l'histoire du Grand Orient de 1865, c'était Achille Jouot, dit à peu près la même chose. Effectivement, nous sommes les constructeurs de la Révolution française. Alors tout ça, alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, ce que ça a à voir, c'est que pendant ce temps-là, on ne s'intéresse pas aux faits de sociologie. Les colonies, ce n'est pas intéressant, hein, dans cette histoire-là. Enfin, c'est intéressant pour moi, mais ce n'est pas intéressant pour une historiographie un petit peu faussement classique, en quelque sorte. La deuxième raison, alors tout n'est pas de la faute de la franc-maçonnerie. C'est aussi un problème d'historiographie coloniale en France. En France, et ça se comprend, hein, il y a quand même l'idée qu'il y aurait deux empires coloniaux. Celui de l'époque moderne jusqu'en 1791, et après il y en a un deuxième qui commence avec l'expédition d'Alger. Alors, pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'évoquer, mais c'est faux. Il y a des liens entre les deux. Mais ça a beaucoup marqué les historiens, et soit vous vous intéressez au XVIIIe, soit au XIXe, mais pas les deux. Intellectuellement, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, toujours est-il que l'histoire, cette question de race, elle est passée un petit peu sous le boisseau, parce qu'on n'a pas trop étudié les colonies, en quelque sorte.
Et alors, d'où il vient ce problème? Et ça, c'est que... Après, je vais vous le décomposer un petit peu. Mais ce problème, il vient... Alors, j'ai mis volontairement cette citation et la première page de cette revue. J'allais dire, il vient de la façon dont l'universalisme maçonnique s'est construit au XVIIIe siècle. Alors, pour la France, je dirais que ça commence au moment où la franc-maçonnerie apparaît, évidemment. Mais le moment de fondation du Grand Orient est quand même très important parce qu'ils ont des tas de problèmes d'universalisme à traiter. Qu'est-ce qu'on fait des femmes? Qu'est-ce qu'on fait des couches, alors pas des couches populaires, il ne faut pas exagérer, mais de la moyenne bourgeoisie qui commence à vouloir rentrer en maçonnerie? Qu'est-ce qu'on fait des gens de couleur, qui ne sont pas tous des esclaves? Il y a 26 000 libres de couleur à Saint-Domingue, dont certains sont fort riches, dont certains sont propriétaires d'esclaves, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là, quoi? Parce que, alors vous me direz, si on était dans un monde idéal, il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tout le monde. Mais la société du XVIIIe siècle, la société maçonnique, les francs-maçons sont des hommes et des femmes, hein, ce n'est pas des extraterrestres. Donc ils véhiculent, évidemment, ils doivent s'adapter à la société dans laquelle ils vivent. Et la philosophie des Lumières est optimiste, elle ne croit plus en l'altérité. L'altérité, c'est ce qui interdit tout contact. Mais par contre, elle s'adapte à la société environnante, qui a des préjugés raciaux, sociaux, tout ce que l'on voudra bien, et elle met en avant ce que j'appelle l'altération, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est l'idée que des gens ne sont pas encore assez mûrs, entre guillemets, pour être initiés, dans le cas de la franc-maçonnerie, mais on va leur laisser un petit peu une possibilité, c'est ce qu'on appellerait la perfectibilité. Alors, je me suis un petit peu expliqué concrètement dans cette revue, qui était dans une interview, c'est la chaîne d'Union, c'est la revue, moi je m'occupe de la revue historique du Géo, mais ça c'est la revue symbolique, hein, la revue vraiment sérieuse sur le symbolisme, et c'était à l'occasion donc des 250 ans de la naissance du Grand Orient, le rédacteur en chef avait voulu m'interroger là-dessus, sur l'universalisme des Lumières, mais d'un point de vue critique, ses limites, quoi. C'était quoi les problèmes? Alors, je lui ai dit, en fait, la franc-maçonnerie a fait de l'universalisme, mais avec les contraintes de l'époque, c'est-à-dire une mentalité qui n'était pas tout à fait la même. Et elle l'a faite à 3 niveaux. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je mets ce bandeau avec le nom de ce personnage, qui est injustement méconnu. C'est le numéro 4 du Grand Orient, c'est le grand orateur. C'est le grand orateur du Grand Orient au moment de la fondation du Grand Orient de France. Donc c'est Bacon de la Chevalerie. Et j'aime beaucoup le citer parce que, faire référence à lui, parce que j'allais dire que c'est lui qui a trouvé les solutions, c'est un petit peu le monsieur clé en main pour répondre à cette contradiction qui est qu'il y a des catégories qui ne sont pas tout à fait à la hauteur pour être initiées normalement, qui seraient les femmes, en gros, les couches plus démocratiques et les gens de couleur, tout en laissant de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour les femmes, ça a été la franc-maçonnerie d'adoption. Il faut quand même le savoir. Alors, les femmes maçonnent dans le Royaume de France depuis 1747. Hein. Ça fait longtemps. Mais ils trouvent cette solution. Alors qu'aujourd'hui, on la critiquerait beaucoup, évidemment. Mais c'est cette solution, c'est la maçonnerie d'adoption, c'est les femmes vont pouvoir maçonner. Ça, c'est le côté perfectible. On les accepte. Mais comme elles ne sont pas au niveau, elles ne vont pas pouvoir pratiquer tous les grades et il va falloir rattacher les ateliers féminins à des ateliers masculins. Vous êtes vraiment dans le compromis, là. Donc, il a créé ce compromis. Il a créé un autre compromis qui est moins connu, c'est le frère servant. Ça, c'est assez dommage, mais on ne l'a pas beaucoup étudié, le frère servant. C'est pour ça aussi que j'ai mis cette diapo. C'est ces 2-3 personnages qui avaient souvent la fonction de domesticité, hein, et de service dans les temples, c'est-à-dire qu'ils les entretenaient, qu'ils les nettoyaient, qui étaient apprentis ou compagnons. Hein. Ils n'étaient pas totalement exclus. On les initiait au grade d'apprenti. Donc ils voyaient un bout de la lumière, mais pas la totalité. Ils n'allaient pas jusqu'au grade de maître.
Donc vous êtes à nouveau dans un principe un peu de perfectibilité où on ne donne pas la plénitude des droits, mais il y aura la possibilité de progresser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que mon Bacon de la chevalerie, regardez ce qui est écrit, discours prononcé par M. Bacon de la chevalerie, vous voyez que c'est quelqu'un qui vivait à Saint-Domingue. Et très probablement, et à Saint-Domingue, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de noirs, de gens de couleur dans les loges, mais il y en a parmi les frères servants. Et qu'il avait très probablement cette idée que c'était un moyen, face à des loges qui auraient beaucoup de mal à admettre les gens de couleur dedans, de les faire rentrer quand même un petit peu dedans, peut-être qu'avec l'espoir qu'un jour, les choses changeraient. Alors, c'est ça le compromis, en quelque sorte, hein, la démarche, si vous voulez. C'est un petit peu ça le compromis. Alors, le problème, c'est que ce compromis n'a pas marché. Alors, il n'a pas marché au XVIIIe siècle. Là, c'est 2 points que je voudrais aborder un petit peu maintenant. C'est ce qui se passe au XVIIIe et après au XIXe. Alors, au XVIIIe, le problème, c'est la couleur. Hein. C'est pas la religion. Ça, c'est la maçonnerie française, mais les autres aussi peuvent s'honorer de ça. C'est qu'il y a des protestants, il y a des juifs, pas en masse, mais on accueille, enfin, c'est quand même la France héritière de Louis XIV, hein, on accueille quand même des protestants à une époque où l'édit de Nantes est encore révoqué. Donc ça, c'est assez remarquable. Donc la problématique, c'est la couleur. Là, j'aime bien vous montrer cette carte aussi, parce que ça vous montre quand même la richesse du tissu colonial. C'est 72 loges, dont 24, un tiers, dans la seule île de Saint-Domingue, qui a beaucoup intéressé les maçons. Alors je ne critique pas, c'est à juste titre, parce que c'est là qu'est né le rite écossais ancien accepté, qu'il y a le frère Morin, mais de temps en temps, il aurait peut-être fallu s'intéresser à d'autres choses qu'au frère Morin et au REA, parce qu'il y a 24 loges, il y a plus de 1000 maçons. Hein. Donc ça, c'est la franc-maçonnerie des colonies, et qu'est-ce qui va se passer ? On pourrait dire qu'il va y avoir une espèce de mauvais alignement des planètes. Alors, pas totalement, il faut rester optimiste. Je vous évoquerai quelques recherches récentes qui amènent à regarder les choses de façon un petit peu nuancée. Mais ce qui va se passer, c'est une sociologie, d'abord de ces loges, qui ne va pas laisser de possibilité que de maintenir ce préjugé de couleur. Alors, la maçonnerie, à partir de la fondation du Grand Orient de France, en France métropolitaine, reste élitiste, mais l'est quand même beaucoup moins. Hein. Ça devient plus la sociabilité de la classe moyenne que de l'aristocratie. Vous avez des maîtres de métier, des maîtres de corporation dans les loges maçonniques à Paris et à Rouen, enfin dans les villes de province. La maçonnerie des îles, enfin surtout des Antilles, est une maçonnerie qui sociologiquement regroupe des planteurs. Bon, on peut se douter que ça ne va pas forcément être très progressiste par rapport à l'accueil des gens de couleur, des planteurs, des négociants, ça c'est Saint-Pierre de la Martinique qui était la très très grande ville, et puis quand ce ne sont pas c'est des administrateurs, des fonctionnaires en quelque sorte, mais plutôt le haut du panier. Donc si vous voulez, là où je veux en venir, c'est que c'est une maçonnerie qui est plus élitiste que la maçonnerie métropolitaine, globalement. Son deuxième point, et ça c'est assez fort de sa part, parce que les métropolitains étaient quand même déjà bons en France, elle a un esprit d'indépendance par rapport au Grand Orient qui est plus. Alors que les loges de province n'aimaient pas déjà beaucoup Paris. Hein. Mais aux colonies, vous avez eu 2 grandes loges régionales. Une à l'Orient du Fond des Nègres, à Saint-Domingue, une autre à La Réunion. Des grandes loges régionales, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des instances qui visent à se substituer au Grand Orient. On va plutôt obéir à la grande loge régionale, ce qui est le rêve du fédéraliste, hein, plutôt qu'aux centralisateurs venant du Grand Orient. Alors si vous ajoutez l'élitisme, plus un esprit d'indépendance qui fait que globalement ce qui vient du Grand Orient, on ne l'écoute pas trop, et ce qui viendrait du Grand Orient, ça serait peut-être une attitude plus ouverte vis-à-vis de catégories nouvelles, vous êtes déjà quand même dans un processus très très défavorable, et ça va se traduire par le fait qu'il n'y aura jamais de libre de couleur dans les loges françaises des colonies. Si vous ajoutez à ça que ces loges coloniales, l'essentiel des contacts qu'elles ont avec les métropolitains,
à part les administrateurs, à part les officiers royaux, ce sont qui? Ce sont des marchands, des grands armateurs, des grands officiers de marine qui, généralement, pratiquent le commerce colonial et, accessoirement, la traite des Noirs. Donc, globalement, ça n'incite pas à une ouverture très, très forte. Et donc, ça va être à cette croyance en une espèce de perfectibilité, ça va bloquer, en quelque sorte. C'est peut-être une espèce d'utopie. Alors, je terminerai là-dessus sur le 18e. Je me serais arrêté là il y a 3 ans. Si je vous avais parlé il y a 3 ans, je serais arrêté là en vous disant, voilà, c'est une franc-maçonnerie blanche qui va d'ailleurs être reniée par la suite. Mais c'est une franc-maçonnerie blanche, point barre. Et puis, voilà, elle est, cette fois, raciste au sens où on l'entendrait, nous. Bon, depuis 3-4 ans, où je travaille plus sur les frères servants, on voit des trucs intéressants, quand même. Notamment dans une des loges de Martinique, ça je reviendrai dessus après, mais dans une des loges de Martinique, j'ai travaillé sur la Martinique, parce qu'il y a 2 loges maçonniques, la vieille loge très élitiste, qui est là depuis les années 1750, et puis au milieu des années 1780, à partir des années 1780, vous avez une loge qui s'appelle la Sincérité, et qui, elle, a une attitude qui est assez intéressante, parce qu'il y a 5 frères servants dans cette loge, 3 hommes de couleur et 2 blancs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, parce qu'ils pouvaient être apprentis et compagnons, ceux qui deviennent compagnons, c'est les hommes de couleur. Et à un moment donné, avant la Révolution française, la loge interroge le Grand Orient pour savoir si... c'est un peu hypocrite la question. Ils savent très bien ce qu'ils ont le droit de faire. Mais c'est de savoir si on peut mener un homme de couleur au grade de compagnon, voire de maître. Donc il y avait peut-être quelque chose qui était en train de se faire. Simplement, la Révolution française est arrivée, la Révolution de Saint-Domingue, et en fait, si vous voulez, ce qui a débloqué la question de l'initiation des hommes de couleur, c'est l'effondrement de l'empire colonial français avec la Révolution de Saint-Domingue, la naissance d'une autre maçonnerie, quoi. Et puis les premiers hommes de couleur ont donc pu se faire initier en Guadeloupe en 1836 et en Martinique en 1840. Mais c'est des dates tardives quand même. On est bien après la Révolution française. Alors on pourrait dire, et je voudrais terminer là-dessus, que l'histoire est finie là. Parce que, je veux dire, dans notre esprit, la notion de race est aussi associée à la couleur. Mais non, l'histoire n'est pas finie, parce qu'à partir de 1830 et de l'expédition d'Alger, il y a une autre problématique qui se pose, c'est l'arrivée et l'initiation possible dans des territoires où des gens ont une religion monothéiste très affirmée, ce qui n'était pas le cas dans les territoires coloniaux antillais que contrôlaient les Français au XVIIIe, donc l'islam, se pose cette question-là. Et puis plus globalement, au fur et à mesure, il y aura l'Indochine aussi, se pose la question finalement la question de l'initiation d'indigènes ayant une religion autre ou une culture autre. Et alors ce qui est intéressant, c'est de l'étudier à la fin du XIXe siècle. Alors je ne dis pas que ce qu'il y a entre 1840 et 1880, c'est pas intéressant, mais entre 1840 et 1880, la franc-maçonnerie coloniale, c'est-à-dire que le problème jusqu'en 1880, c'est que les républicains ne sont pas rentrés dans l'œuvre coloniale en France. Ils y rentrent vraiment à partir du moment où la Troisième République est proclamée et où Ferry, Gambetta, qui en plus sont maçons, développent un projet colonial. Donc ce qui est intéressant à observer, c'est ce qui se passe dans les loges, en gros, entre 1880 et la guerre de 14, le moment très dynamique de la maçonnerie française. Et là, je prendrai simplement 3 exemples. Alors le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est l'Algérie. Donc j'ai commencé par mettre cette carte pour vous montrer quand même l'importance du tissu des loges. Dans votre esprit, et dans mon esprit, quand je regarde cette carte, je me dis, c'est Saint-Domingue qui recommence. C'est-à-dire Saint-Domingue, il y avait 24 loges.
on a l'impression que l'Algérie remplace Saint-Domingue. Il y a plus de 25 villes, c'est des petites villes, hein, parfois très petites villes, qui ont au moins une loge maçonnique, soit du Grand Orient de France, soit de la Grande Loge de France. Et évidemment, si vous voulez, il va y avoir des personnages intéressants qui parfois vont rentrer en maçonnerie, comme celui-ci, héros du numéro 92 des Chroniques d'Histoire maçonnique, qui est la revue que l'on publie, et qui s'appelle Alal Ould Abdi, premier musulman du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Alors si on regarde ça comme ça, on se dit, c'est comme l'initiation d'Abdelkader, on ne peut pas parler de tout, qui a eu lieu 20 ans plus tôt, on se dit c'est formidable, ça y est, c'est fini ces ostracismes. Bon, pour ce qui est de l'initiation d'Abdelkader, c'est pas tout à fait le sujet, mais on sait très bien qu'il y a une interprétation de son initiation par les francs-maçons qui n'est pas le même que par Abdelkader lui-même. Et là, pour l'histoire de ce conseiller de l'ordre, alors c'est louable, hein, c'est remarquable quand même, d'avoir un conseiller de l'ordre qui est musulman en 1885. C'est quand même très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est son action comme conseiller de l'ordre quand il est saisi par des questions qui se posent dans sa loge et en Algérie. Alors sa loge, elle est à Oran, hein, c'est l'Union africaine. Et justement, il est saisi à un moment donné d'une question parce qu'à sa suite, il y a 3 musulmans qui ont été reçus, donc ça fait 4 avec lui, mais pour le 5e, ça bloque. Ça bloque, et l'argument, c'est que pendant le passage sous le bandeau, on n'a pas confiance. Et quand on explique sur la notion de confiance, alors c'est pas la religion, hein, c'est pas dire il est musulman, c'est pas écrit ça, mais c'est un peu l'idée que finalement la personne n'a pas encore acquis suffisamment, j'allais dire, la mission civilisatrice telle qu'on la concevait à l'époque. Donc on va le refuser, et à la suite de ça, il y a un débat intéressant entre ce personnage et au Conseil de l'Ordre qui essaye d'expliquer au Grand Orient que vis-à-vis de populations n'ayant pas la même religion, et il se sent concerné aussi, le Grand Orient ne doit pas avoir la même attitude et en gros faire un petit peu le pari du risque, en quelque sorte. Alors le Grand Orient va dire oui, c'est très bien, vous avez raison, on va se préoccuper de nos frères arabes, entre guillemets, et dans les faits, oui, c'est très bien, mais enfin on va classer le dossier, en quelque sorte. Donc on retrouve un certain nombre de blocages de ce type, qu'on retrouve aussi, alors là je vous ai mis, pour finir, ces 2 cartes, vous avez, alors Madagascar, je l'ai mis un peu par question de principe, parce qu'en fait, vous avez 3 grands espaces coloniaux, l'Algérie, Madagascar, mais comme je ne veux pas parler de tout, mais Madagascar était un espace très important où on retrouve à peu près les mêmes problèmes qu'en Algérie, hein, pour faire simple. Et puis le 3e qui est intéressant, c'est l'Afrique subsaharienne. Parce que finalement, ça m'amène à commenter un vide. Les points noirs représentent les implantations maçonniques. Alors vous voyez que ça a l'air... en Afrique, hein, vous voyez qu'en Algérie, ça se porte plutôt bien, qu'à Madagascar, c'est aussi pas mal, et que quand on arrive dans l'Afrique subsaharienne, il y a un petit point au Sénégal, mais après, il y a eu une loge éphémère. Ça n'a jamais... Il y a eu des tentatives, le Gabon, je ne vais pas vous les passer en revue, le Gabon, le Dahomey, le Soudan, ça dure 2 ans. C'est entre 1904 et 1906, 1907, donc ça dure 2-3 ans, et ça ne marche jamais. C'est-à-dire que, en fait, c'est des loges qui meurent au bout de quelques mois, il n'y a pas assez de monde, on n'arrive pas à initier. Donc il faut se poser la question du pourquoi. Il y a 2 réponses. La première, on ne peut pas l'ignorer, même si c'est la moins trait à notre sujet. La première réponse, c'est le fait que le tissu colonial est moins fort et moins dense qu'ailleurs. Donc, il y a moins d'administrateurs, si vous voulez. Donc, il n'y aura pas le vivier qui va permettre à la loge de vivre durablement. Et puis, l'autre raison, mais là, c'est dans l'autre sens que tout à l'heure, c'est que les élites métisses ne sont pas très réceptives. C'est-à-dire que le problème se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande des élites métisses, on les qualifie d'élites métisses, en fait, elles sont noires, parce que
les missions catholiques et protestantes, j'allais dire, ont très bien fait leur boulot, et ces élites sont très attachées au catholicisme, plus qu'au protestantisme, d'ailleurs. Et en fait, pour cette raison-là, en plus, vous avez eu l'époque quand même, hein. 1880-1914, c'est le moment où le Grand Orient devient de plus en plus acquis aux tendances agnostiques et libre-penseuses. Donc il y a une espèce de mauvaise rencontre qui fait que le fait maçonnique va être un petit peu morné pour cette raison-là. Donc on a un tissu qui est toujours très très fragile. Hein, qui est Alors il y a deux fragilités. Il y a une fragilité des francs-maçons des colonies qui ont maintenu certains préjugés, simplement ils sont plus raciaux, mais plutôt religieux ou culturels. Et puis il y a une fragilité du Grand Orient qui est un peu démunie devant des élites qui ne vont pas dans le même sens qu'eux. Et ça va, je terminerai là-dessus parce que je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais un des grands phénomènes qui est un peu le point d'aboutissement, c'est pour ça que pour moi c'est un problème de race au sens très large, et je pense que ça a un intérêt pour nous, maçons, en termes de réflexion sur le XXIe siècle. Parce que ces blocages-là, ils ne sont pas de même nature, mais ils se posent quand même toujours un petit peu. Et cette histoire finit quand même finalement par où elle a commencé, par un problème de blocage, puisque le troisième exemple que je voulais citer, c'était les loges algériennes et leur perméabilité à l'antisémitisme. Hein, puisqu'à la fin du XIXe siècle, ça vient du décret Crémieux en 1870 qui accordait la nationalité française à tous les juifs d'Algérie. Dans un premier temps, ça n'a pas posé de problème majeur aux maçons, en tout cas. Et puis dans les années 1890, parce qu'il y a l'affaire Dreyfus, et que la maçonnerie n'a pas été unanimement dreyfusarde, hein, ça ne s'est pas passé comme ça, il y a cette poussée d'antisémitisme qui fait que quelques loges ont eu l'idée de demander, lors d'un convent, l'abrogation du décret Crémieux. Et le Grand Orient va réussir à sauver l'honneur en envoyant un personnage, c'est un petit peu un hasard, là j'arrive de Belgique, de Bruxelles, qui est un Bruxellois, qui s'appelle Charles Fontenas, qui est un grand dignitaire là-bas. Et Charles Fontenas, qui a fait une carrière d'abord en Belgique et puis après en France, va être envoyé là-bas. Il va réussir à sauver l'honneur parce qu'il ne va pas empêcher que le vœu demandant l'abrogation du décret Crémieux soit adopté par le congrès régional. Hein, c'est un congrès régional. Il est obligé de baisser les bras, en quelque sorte. Mais en revanche, il impose à ce que ça ne soit pas au long de l'inégalité des races, qu'il n'y ait aucune référence à l'inégalité des races ou à une différenciation religieuse. Je vous remercie. Un peu...